Bonjour Mickaël. Hello Salomé. Bon, on va le dire parce que... Ok, ça fait la deuxième fois qu'on enregistre cet épisode parce qu'il y a eu un problème de son. Voilà, il fallait que ça arrive un jour en 5 ans. C'est tombé sur toi, I'm sorry. Super, écoute, Donc voilà, allons-y. allons-y, c'est reparti. Écoute, Mickaël, je suis ravie aujourd'hui de t'accueillir sur le podcast de Sans filtre ajouté. On va parler de ton métier. Il y a 1000 sujets que j'ai envie d'aborder avec toi. Ça me fait rire, je te regarde dans les yeux alors que je sais que tu vas répéter certains trucs. Tu travailles dans le monde des grandes marques, mais pour autant, les produits de la marque distributeur sont dans tous les caddies. Et je vais te cuisiner, te poser 1000 questions. Donc aujourd'hui, tu es chef de produit MDD chez Carrefour sur du coup les marques de distributeurs. Et ton quotidien, c'est effectivement d'arbitrer entre qualité, prix, goût. Et tout ça sans logo flashy. Quoique le logo de Carrefour est quand même très sympa. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ton terrain de jeu. Comment t'évolues dans cet univers finalement ultra concurrentiel. Et puis, j'ai plein de questions à te poser sur comment on innove, quelle est ta relation finalement avec ton environnement pro, et puis comment on garde l'agilité dans une grosse machine qu'est Carrefour. Écoute, je te laisse te présenter ton métier en quelques minutes pour les auditeurs qui nous écoutent. Donc moi, c'est Mickaël Veneziano. Je suis effectivement chef de produit chez Carrefour depuis bientôt 3 ans. De formation ingénieur agroalimentaire, donc très tourné produit. J'aime beaucoup la food, le secteur de la food. Et j'avais également fait un master spécialisé en marketing à Neoma pour donner un peu mon background. Ensuite, chef de produit à MDD, je dirais qu'aujourd'hui, c'est finalement un métier qui est assez peu connu ou qu'on pense connaître, mais on n'imagine pas forcément tout ce qu'il y a derrière les marques de distributeurs. Tu as des enseignes où le chef de produit il est à la fois négociateur, en tout cas, il va négocier les produits avec les industriels et faire le développement. Et tu as des enseignes, comme c'est le cas aujourd'hui chez Carrefour, où le chef de produit il est full marketing, 100% marketing. Il faut savoir qu'à l'époque, typiquement chez Carrefour, on avait cette double casquette. Aujourd'hui, on est plutôt dans la configuration où on fait que du marketing. Donc j'ai eu la chance, moi je trouve que c'est une chance d'avoir pu avoir cette double casquette et de connaître un peu les deux et de passer par la case achat finalement. Mais après, grosso modo, sur le principe, pour moi, un chef de produit NDD, c'est la même chose qu'un chef de produit chez l'industriel sur une grande marque nationale. Mais il y a quand même quelques spécificités. Donc si je te parle des points un peu communs, tu as une grosse partie analytique. Tu as à chaque tombée de période l'analyse de la période du coup via les panels Nielsen. On fait pas mal de diagnostics catégoriels assez poussés avec des plans d'action sur les 4P. On fait de l'innovation. On a donc chaque chef de produit a un plan de charge innovation, rénovation, relooking de ses produits ou de ses marques ou de ses gammes. On a aussi un levier un peu plus marque, puisque, ok, tu as la marque de Carrefour, mais tu as aussi des marques filles. Et derrière ces marques filles, tu as des chefs de produits qui vont être garants de faire en sorte que tu respectes bien les chartes, le positionnement de la marque, etc. Donc, tu as aussi ce levier vraiment d'equity un peu. Marque fille, tu as des typiquement exemples? un Carrefour bio, Ouais, Carrefour Sensation végétale, tout ça, en fait, ce qu'on pourrait imaginer comme étant des gammes, c'est vraiment des marques, si tu veux. On a de l'activation, on va faire des campagnes d'influence, des RP, voilà. Donc ça, c'est tout ce qui t'a vraiment en commun et grosso modo, t'es vraiment bien le chef d'orchestre de tes produits, de ton portefeuille, quoi. Après, les choses qui sont différentes, c'est qu'on a déjà des plus gros scopes. Généralement, on va travailler sur un ou plusieurs rayons qui ont des enjeux différents, des spécificités différentes. Par exemple, à l'époque, je faisais à la fois du snacking, du prêt-à-manger et du pain de mie, de la viennoiserie ou de la pâtisserie industrielle. Aujourd'hui, je fais du traiteur de la mer et du foie gras. Donc, tu as vraiment beaucoup de références, plus que chez la marque nationale. On touche aussi à davantage de leviers, et je pense notamment à des leviers commerciaux qui sont hyper intéressants. Typiquement, aujourd'hui, le chef de produit MDD, il fait sa promotion, il est responsable de son cadrage, c'est lui qui détermine les UB et les mécaniques qui va jouer en catalogue. Et ça, c'est un levier que, pour le coup, à la marque net, c'est plutôt côté catégorie que ce levier-là, il est traité. Donc, je trouve que c'est hyper riche et intéressant. Et puis, finalement, on est aussi ce que j'ai envie de dire B2B2C. Pourquoi ? Parce qu'on s'adresse autant aux magasins qu'à nos clients. En fait, tu dois convaincre tes magasins et tes clients. Et donc ça aussi, c'est un aspect, je pense, qui est un peu différent que quand tu travailles en marketing à la marque Nat. Donc je pense qu'on a vraiment une double casquette, à la fois catégorielle et à la fois quand même de marque et de marketing au sens plutôt
habituel qu'on va l'entendre. C'est hyper intéressant ce que tu évoques parce que déjà sur le premier point, tu disais que vous aviez fut un temps la partie négociation. Ouais. Donc on est d'accord, c'est pour bien préciser, c'est négociation auprès de tes fournisseurs pour la création et le développement de produits. Exactement. Ok. Donc ça, super intéressant. J'imagine que c'est le jeu des réorganisations et des restructurations qui ont fait que les chefs de produits n'ont plus. Exactement. Pour pouvoir se dire que en fait, tu es expert du marketing. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, exactement. Tout à fait, bien sûr. Et du coup, est-ce que ça a changé tu parlais de scope, les scopes justement de chacun des chefs de produits qui sont recentrés sur certaines ou... Non, enfin... en fait, je pose la question parce que de fait, vu qu'on t'a enlevé cette partie négociation, est-ce que fait, ça a rebattu les cartes quoi, en fait, on a juste récupéré du coup d'autres catégories en plus. C'est ça, ok, les catégories ont grossi. Exactement, les catégories ont grossi. Et super intéressant aussi le fait que tu aies le levier promotionnel que les chefs de produits en marque nationale n'ont absolument jamais. C'est en général le Catman, voire le compte clé. Donc là, on passe complètement dans une dimension commerciale. Totalement. Et du coup, une des questions que je me posais, c'est que souvent dans les sièges, siège et terrain, j'ai envie de te dire, côté marque nationale, tu as souvent une opposition entre le commerce et le marketing, l'ADN et les VMH. Quand l'ADN va pas, on tape sur les commerciaux, et quand les VMH vont pas, on tape sur le market. Nous, on est challengés et on se challenge sur les deux KPI. Yes. Donc sur les deux KPI. Ouais, pour le coup, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais on a aussi un impact sur la détention de nos produits, sur le référencement des produits, parce que c'est nous en tout cas, en échange avec le Catman, on va décider des typologies qu'on donne aux produits. Et on a, par exemple, si tu vois que tu as un produit qui a une mauvaise détention, alors qu'il a une bonne typo, on va aussi s'adresser au magasin, faire des communications, etc. Donc, tu as vraiment plus de leviers à activer pour aussi aller chercher de la détention. Et convaincre, exactement. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi chez nous en tant que chef de produit MDD. Ok. Donc, pour être vraiment ancré dans le concret et pour donner des exemples, je développe un yaourt à boire, Carrefour en marque distributeur. Dans mon plan de communication, j'intègre autant la communication auprès de mon shopper, auprès de mon consommateur et auprès de mon directeur de magasin ou chef de rayon. Exactement. C'est ça. Ok. Et c'est quoi les leviers que tu peux mettre en place, par exemple, pour communiquer au point de vente ? Ça va être de la com, ça va être des réunions qu'on peut organiser, des tables rondes, des visites magasins, toutes sortes de choses, des salons aussi. T'as des salons qui sont organisés. Que Carrefour, ou t'as pas de... Ouais, que Carrefour. Que Carrefour. Ouais, okay. Exactement. Trop bien. Un peu comme ce que font les autres enseignes, grosso modo. Ouais, bien sûr. Toutes les... Ok, super intéressant. Et au même titre, j'ai envie de te faire rebondir là-dessus. Tu parlais de marque mère, marque fille. Là, dans l'actualité, il y a Intermarché qui change un peu ses marques et qui passe justement toutes ces marques, je voudrais pas dire de bêtises, mais en Intermarché seulement. Ouais. Toi, c'est quoi ton avis là-dessus ? Carrefour a plutôt fait le parti pris de partir sur du Carrefour Bio ou Carrefour Sensation. Mais en tout cas, je compare à Intermarché, c'est peut-être pas le bon exemple, mais Intermarché, c'est plutôt c'était à l'époque du Monique Ranou, Ça l'est toujours. En fait, c'est du Monique Ranou sur lequel ils viennent ajouter... Intermarché. Exactement. Ok. Et le shopper, tu as vraiment des catégories de shopper en fonction des marques, des sous-marques Clairement. Et en fait, tu vois, c'est ce qu'on se dit. En fait, on n'a pas... Enfin, à l'époque, moi, je n'étais pas arrivé chez Carrefour quand cette segmentation de marque fille a été mise en place. Mais ça n'a pas été fait en claquant d'un doigt en se disant c'est sympa de l'appeler Carrefour classique, Carrefour Extra. Derrière, tu as eu des milliers d'heures d'écoute clients, d'études qui ont été faites pour vérifier que les marques, elles étaient comprises, qu'elles étaient cohérentes avec les cibles de l'enseigne. Donc derrière ça, en fait, c'est une vraie... tu structures ton portefeuille et tes marques comme ce que va faire une marque Nat. En fait, et c'est ça qui, pour le coup, n'est pas forcément évident. Et même moi, avant d'arriver chez Carrefour, je me disais pas qu'il y avait autant de choses qui étaient faites et que c'était aussi rigoureux, si tu veux, dans l'approche, dans la construction des gammes et des marques, etc. Même ça te permet justement de valoriser ta marque distributeur face à une marque nationale. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Quelle est la perception aujourd'hui de la marque distributeur, même si effectivement on voit que la marque nationale reprend regagne des parts. Quelle est l'analyse que tu en fais ? Je pense que côté client, en tout cas, les MDD, elles ont clairement
évolué positivement. Elles ont été aidées par l'inflation. On avait des rayons sur lesquels tu avais des produits MDD qui avaient des croissances exponentielles à parfois 2 chiffres. Mais après, fondamentalement, je pense qu'elles ont vraiment gagné en qualité perçue. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que je voyais, il y a 3 jours de ça, une des dernières infographies d'Olivier Dauvers qui parlait des MDD. Et qui montrait clairement qu'aujourd'hui, tu as à peu près 60... Je reprends les chiffres, je les ai plus trop... Ouais, et encore une fois, je mettrai dans la... Ouais. En gros, tu as 77% des clients qui pensent que les MDD ont un bon rapport qualité-prix, 74% qui pensent qu'elles proposent une large gamme de produits, que ce sont des produits à haute qualité, que 64% pour lesquels ils disent que ce sont des marques qu'ils aiment. Donc tu vois, ils considèrent aussi la MDD comme des marques, et ça c'est important, je pense, de le préciser. Et en même temps, je pense qu'il y a encore beaucoup de potentiel parce que on a par exemple certains pays européens, nos voisins, qui ont les MDD ont des parts de marché qui sont plus élevées que les nôtres. Par exemple, nous, il me semble qu'en moyenne c'est à peu près 48%, quand tu as un Portugal qui va être à 56%, l'Espagne à 54%, enfin voilà. Donc ça montre clairement qu'il y a des pays sur lesquels la MDD elle est encore plus forte, et donc on a du potentiel à encore aller chercher en France. Et justement, par rapport à ça, sur l'international, Carrefour étant un grand groupe implanté dans une multitude de pays, est-ce que toi, tu as des contacts avec les chefs de produits internationaux ? Totalement, parce qu'aujourd'hui, en fait, on est chef de produit pour les pays du G4, voire G6. Donc, ce qu'on appelle tout simplement G4, G6, c'est qu'on va également développer. Alors, en tout cas, on a pour mission de le faire. Après, tu as des contraintes logistiques ou d'autres contraintes de DLC qui vont faire que tu peux pas toujours exporter des produits vers d'autres pays, mais on travaille aussi pour la Belgique, pour l'Espagne, pour l'Italie, pour la Pologne, la Roumanie. En fait, on est chef de produit MDD un peu international. Enfin, pas qu'un peu, en tout cas, on a la volonté et l'ambition de pouvoir développer des produits qui voyagent dans les pays dans lesquels Carrefour est implanté en Europe. Ok, donc là, si je reformule et si je comprends bien, toi aujourd'hui tu es chef de produit sur une certaine catégorie. Exactement. Tu développes autant pour la France que la Belgique, Exactement. que l'Espagne, etc. Exactement. Okay. Sous contrainte de logistique, de DLC et autres, et aussi en fonction des appétences de la culture. Exactement. Mais on est global. En fait, on développe une MDD globale. Là, on a plutôt parlé de la marque distributeur et de la perception finalement conso qu'elle en a. Moi, j'aimerais bien, parce que Sans Filtre Ajouté, c'est aussi toute une communauté de professionnels. On se croise, on se recroise, on se croise parfois dans des box de négo ou alors même au siège, notamment de Carrefour ou autre. Est-ce que justement, côté pro, c'est compris ton métier ? C'est une super question. Est-ce que tu as des anecdotes ou... Ouais, je trouve que c'est une super question parce que je pense que là aussi, il y a une meilleure perception. Mais que malgré tout il reste encore quelques a priori. Tu vois, par exemple, une fois je parlais avec quelqu'un qui travaille plutôt côté marque Nat et qui me dit donc tu travailles sur de la marque blanche quoi. Et donc là tu vois, quand on te dit ça, tu dis la marque blanche, en tout cas pour ceux qui n'ont pas forcément l'anecdote, c'est comme ça qu'on appelait avant une marque distributeur, qui je trouve est un mot qui est assez dévalorisant pour le coup, tu vois. Et je me disais non, donc en fait on s'imagine qu'aujourd'hui on comprend pas, et on se dit aussi qu'aujourd'hui être MDD c'est être de la copie de marque nationale. Et c'est là où, effectivement, aujourd'hui, tu as une partie de notre rôle, c'est le contrat de base, c'est effectivement d'aller développer des gros 20-80 de marque Nat à un prix plus accessible pour que ça soit accessible auprès de tout le monde. Mais on a aussi de l'autre côté le rôle de développer des produits qui vont répondre aux nouveaux besoins des clients, qui s'inscrivent dans les nouvelles tendances de consommation, comme les produits végétaux, les produits hyperprotéinés. Enfin, j'ai plein d'exemples, les produits sans. En fait, tout ça, c'est aussi le rôle de la marque propre que de développer ce type de produit. Bien et sûr. Pas que de faire uniquement de la copie. Ouais, mais ça, tu vois, ça m'étonne pas cette réflexion, dans le sens où côté marque nationale et quand tu travailles à la MDD, ma perception encore une fois, mais effectivement t'as pas tout ce travail 360 de promotion, de communication, comme tu gères une marque, et t'en as qui répondent à des appels d'offres MDD, c'est leur job, mais du coup on parle plus de marque blanche côté marque nationale. Et c'est justement peut-être, alors je sais pas si c'est une erreur, mais en tout cas peut-être qu'aujourd'hui les marques nationales ne regardent peut-être pas assez les MDD. Et pour le coup, je pense que t'as aussi plein de choses à aller, sur lesquelles s'inspirer. Alors je sais pas si on peut parler d'inspiration, mais en tout cas faut pas se dire que la MDD va faire que de la copie. Je pense que c'est une erreur que de se dire ça aujourd'hui. Et tu pourrais avoir un très bon exemple et nous l'illustrer avec notamment le pain de mie que toute ton équipe et toi vous avez développé. Moi honnêtement, quand j'ai vu ça, je me suis dit oh waouh. Enfin, je savais pas trop comment le prendre parce que
je trouve que, notamment avec les réseaux sociaux et LinkedIn, là je te fais une petite parenthèse, mais que je trouve assez intéressante de souligner, on est très illuminé parfois par le syndrome de l'objet brillant. Je vais développer du matcha paillettes avec des bulles, enfin je te dis n'importe quoi, et le big boss d'une marque va dire ça c'est intéressant, on y va. Enfin, fondamentalement, je sais que ça existe, je pense que ça existe, et je pense que c'est exaltéré, non. Développer. Exalté. Bref, je pense que c'est de plus en plus développé avec notamment les réseaux sociaux et le fait que le B2B, la sphère médiatique B2B grossit, évolue et se développe. Et je le vois avec les actualités agro que je poste toutes les semaines, c'est un truc de fou, les impressions que tu peux aller chercher. Par contre, de me dire qu'une marque distributeur catch une tendance sur une catégorie où, si je ne m'abuse, mais tu vas me dire, il n'y a pas d'hyperprotéinés, puisque sur le pain de mie, c'était relativement innovant. Totalement. Là, ça m'a intriguée. Donc, j'aimerais bien que tu m'en parles. Bah, en fait, comme tu l'as dit, le produit a été lancé il y a, il me semble, bientôt 1 an. Donc, après, tu as le temps de développement, mais au moment où on a commencé à kick-offer le projet de se dire on fait un pain de mie hyperprotéiné, c'était le moment où l'hyperprotéiné explosé au rayon ultra frais sur les yaourts. C'était notamment le lancement de iPro de Danone et de Lindals, pour pas donner, pour citer plusieurs marques. Et moi, je me suis dit, il y a une tendance de fond sur la protéine, parce que même à l'époque, tu voyais que sur les réseaux sociaux, sur TikTok ou autre, ça parlait énormément un peu de ces yaourts-là. T'avais aussi... et c'est surtout une communauté de sportifs du coup, qui consommaient ce type de produits. Et puis, je me suis dit, comment est-ce qu'on pourrait exporter un peu ce concept de l'hyperprotéiné dans un autre rayon sur lequel on n'est pas forcément attendu. Et à l'époque, donc, j'étais sur le pain de mie. En regardant des vidéos de sportifs et autres, tu vois qu'ils consomment du pain de mie complet, des choses comme ça. Et je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'au rayon pain de mie, en fait, un produit un peu enrichi en protéines ça ferait pas de sens. Et tout est parti de là, si tu veux. C'est vraiment une réflexion un peu perso, un feeling, il y a pas vraiment j'ai pas de bonne réponse ou de réponse vraiment à t'apporter. C'était vraiment un sentiment un peu perso et un feeling. Et à partir de là, je me suis dit, si j'interrogeais mes fournisseurs pour voir si un de mes fournisseurs pourrait pas me proposer quelque chose qui irait en ce sens. Et de fil en aiguille, on a échangé, on a développé, on a co-construit des recettes et autres, et on a abouti à une recette qui cochait les cases. Et en fait, tout est parti de là, tu vois. Donc et après, j'ai aussi présenté à ma direction, il y a eu de l'adhérence, et donc voilà. Et après, et on a abouti le projet, quoi. Et tout est parti de là, en fait. Comment tu nourris ta veille, justement, parce que là, tu as vraiment catché une tendance où la tendance, elle était aux signaux faibles. Enfin là, on se parle pas, et c'est ce que je dis beaucoup à mes clients, on se parle pas de panel Circana, Nielsen ou autre Kantar, où on a déjà étudié le truc, il y a déjà des chiffres, etc. Là, c'était un truc que tu as senti sur, en l'occurrence, TikTok, parce que les tendances parlent beaucoup de ça. On pourrait parler du chocolat de Dubaï ou du feta pasta, par exemple. Mais est-ce que, justement, dans ton quotidien, il y a des moments où tu benchmarks tout le temps, en fait, au final, quotidiennement. Et je trouve que moi, les réseaux sociaux, c'est quand même quelque chose qui me... que je regarde pas mal. Il faut quand même aussi distinguer tendance de mode, parce que je pense que tu as beaucoup de choses qui sont des modes et qui vont être éphémères, mais pour le coup la protéine, ça faisait quand même quelques temps que on en parlait, que ça existait. Enfin, tu sentais qu'il y avait un truc un peu plus profond, que ça rejoint aussi un sujet plus de nutrition, où les gens veulent mieux manger, veulent avoir des produits de meilleure qualité nutritionnelle. T'as quand même une grosse émergence autour du sport, grosso modo. T'as de plus en plus de gens qui vont à la salle de sport, qui prennent des compléments alimentaires sportifs, qui vont prendre de la protéine en poudre. C'était un peu tout ça. Donc, les réseaux m'aident pour la réflexion de ce genre de choses. Et après, quand même, oui, tu l'as dit, les panels et autres, mais... Bien sûr. Ouais, mais voilà, c'est plutôt pour confirmer. Ouais, exactement. Après, ce qu'on avait dit tout à l'heure, parce que comme on réenregistre, et ce que tu trouvais très vrai, c'est de te dire peut-être que le moment où en fait tout le monde a fait ses analyses, etc., c'est peut-être trop tard. Oui, et c'est grosso ça. Modo, voilà. Et en fait, moi, ce que j'aime beaucoup aussi sur la marque propre et la marque distributeur, c'est que tout va plus vite. Et du coup, on prend peut-être aussi parfois plus de risques.
Et du coup, finalement, on est arrivé sur une autre catég avec de l'Hyper Pro il y a 1 an, quand tu vois que finalement, c'est toutes les Inno qui sortent cette année sur lesquelles tu vas avoir du saucisson Hyper Pro et sur lesquelles, en fait, l'Hyper Pro a investi d'autres rayons. Donc, on pourrait presque se dire qu'on avait quasiment 1 an d'avance. Parce qu'on, voilà, tu vois, en fait. Et la marque distributeur peut être avant-gardiste. Exactement. Ouais. Et ça, c'est vraiment important de le dire et de le souligner, je trouve. Ouais, c'est intéressant. Et effectivement, la tendance, t'as intérêt à la prendre au bon moment. C'est ça. Sinon, c'est du réchauffé et t'as plus ce truc un peu de nouveauté shopper. Mais effectivement, il y a un vrai travail à faire entre est-ce que c'est une tendance de fond ou un effet de mode et comment je la classifie et je regarde le potentiel pour mon marché. Exactement. Là, tu as montré par A plus B que la MDD, elle peut innover, elle peut être avant-gardiste. Est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais affirmer que la marque distributeur est un vrai danger pour la marque nationale ? Un danger, le mot est fort. Je trouve que le mot est fort. Pour moi, c'est complémentaire. Alors, je trouve que le mot est fort, danger. Alors, tout dépend ce que tu mets derrière. Ouais. Mais je pense juste que, comme je le disais tout à l'heure, il y a encore du potentiel parce que tu le vois bien que dans d'autres pays européens, aujourd'hui, la MDD, elle est beaucoup plus forte. Donc, elle a encore, je pense, elle a encore le moyen. Ouais, elle a des beaux jours. Donc, ouais, un danger. J'aime pas le mot danger, c'est un mot négatif. Mais non, mais vraiment, je trouve que pour moi, il y a aussi une certaine complémentarité. Ouais. Et clairement, il faut la regarder. Ça, ouais. Ok. Oui, je disais danger pour aller te chercher, et voilà, mais effectivement, elle doit être regardée, ça évidemment. On l'a vu, hein, les marques de distributeurs, elles sont de plus en plus valorisées. De base, on pense à la marque distributeur pour son prix. Or, maintenant, la MDD n'est pas que un prix, il y a aussi toute la notion de goût, de qualité. Comment tu fais justement en tant que chef de produit pour orchestrer tout ça avec quand même cette contrainte prix où dans un rayon, en termes d'indice, tu dois être en dessous de la marque nationale ? Eh bien, alors en fait en alimentaire, pour le coup, le goût c'est la base. Enfin, je pense que c'est la base de tout et c'est vraiment primordial d'avoir un bon goût, même si tu as un prix plus bas, enfin un prix un peu plus agressif, parce que grosso modo, t'auras beau être moins cher, si t'es pas bon, ton client il te rachète pas. Oui. Et l'idée c'est quand même que ton client te rachète. Oui. Donc clairement en fait on fait pas de compromis, en tout cas chez Carrefour, sur le goût. Après et d'ailleurs ça fait aussi partie, enfin c'est assez central dans Act for Food, hein. Aujourd'hui le goût il est au centre de tout chez Carrefour. Donc après, comment est-ce qu'on s'assure de ça ? Nous, on fait beaucoup de panels sur nos produits. Chaque produit est testé chaque année, grosso modo. Quand le produit il ressort pas bon parce qu'il est pas bien apprécié par ton client, on le retravaille. Pareil, quand tu développes une innovation, il va passer toute une phase de test client aussi. Donc, si tu veux, on s'assure à chaque étape du développement ou à chaque étape de la vie d'un produit que le goût, il est OK et aussi qu'on est toujours bon par rapport à ta marque nationale de référence quand il y en a une ou pas du tout quand on n'a pas aussi. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on monitore clairement quotidiennement et qu'on pense tout le temps. Donc, on ne fait jamais de compromis là-dessus malgré cette contrainte de prix forte. Par contre, là où on peut aller jouer, c'est par exemple, on va être un peu à la chasse du suremballage ou quand dans une recette, tu as un ingrédient qui, effectivement, c'est un peu la petite touch, le truc un peu plus, une petite herbe, un truc qui fait que... Le truc marketing. Ouais, non, mais en tout cas, quelque chose qui va pas forcément apporter justement au goût et que le client, il va te dire, moi qui ai cette herbe ou qui elle l'est pas, ça me change rien et j'ai pas forcément une meilleure intention de reconsommation, d'achat ou autre, on va peut-être éliminer du coup... vous faites des tests de toute façon là-dessus, c'est ça, validations, exactement. Ouais. Et du coup, il y a quelque chose tu vois, pour le coup, il y a une phrase que j'aime beaucoup, qu'on entend beaucoup en interne, c'est de se dire, en fait, aujourd'hui, la marque de Carrefour, tu l'achètes une première fois pour son prix, mais tu la rachètes pour sa qualité et pour son goût. Ça me fait rebondir. Du coup, Carrefour, c'est une marque qui est éprouvée, qui est connue. Tu as la notoriété, évidemment. Tu rentres dans un Carrefour, tu vas trouver de la marque Carrefour. Est-ce que vous êtes plus attentif du coup au taux de réachat plutôt que l'achat en tant que tel ? On est attentif aux deux. Aux deux, mais... et pour le coup, pareil, c'est quelque chose qu'une de mes directrices nous avait dit et je trouve ça très vrai. C'est de se dire qu'aujourd'hui, pour le coup, être chef de produit MD, c'est doublement
plus difficile. Pourquoi ? Parce que finalement, tu dois à la fois être hyper compétitif par rapport aux marques nationales, parce que le client, il a le choix en rayon de te prendre toi ou de te prendre la marque nationale. Donc, il y a une comparaison qui est directe entre des produits similaires dans le rayon. Et tu as aussi une compétitivité avec les enseignes concurrentes. Et tu dois aussi t'intégrer dans une organisation Carrefour, une grande machine, avec des doubles, triples garants du prix, de la catégorie. Donc, je pense évidemment aux acheteurs, aux catman. Comment tu fais en tant que chef de produit? C'est quoi ta relation avec ces interlocuteurs-là? Comment tu t'intègres justement entre les catman et chefs de produit de la marque Nat, les catman côté Carrefour et acheteurs? Comment ça marche? Alors là, on se parle de plusieurs intervenants différents, mais en gros, pour résumer, si on se dit, nous, à la MDD, on travaille un peu en équipe projet autour des catégories. Donc, on va travailler avec un acheteur, un qualiticien, un chef de projet PAC. Donc, on travaille tous ensemble autour des projets de développement et autres. Donc là, tu es en équipe projet. Hein. Et après, sur la partie catégorie manager, tu as en fait aujourd'hui un catégorie manager chez Carrefour qui va être garant de la catégorie, de la performance de la catégorie, qui gère un assortiment MNMDD. Et donc là, ça ressemble vraiment à une collaboration une collaboration qui a pour but la performance catégorielle et du gain de part de marché. Et donc, c'est vraiment des échanges au quotidien sur la performance de nos produits. On se challenge mutuellement et je trouve que c'est hyper sain parce que ça t'oblige justement à rester performant et à ne pas rester sur tes positions, entre guillemets, mais tu vois, à se challenger, quoi. Ouais, au même titre qu'un catman pourrait le faire avec un chef de produit marque nationale. Exactement, c'est exactement la même chose. Et après, en tant que chef de produit MDD, forcément, je suis aussi un peu le garde-fou de l'objectif qui est l'objectif de toute une entreprise, de se dire que d'ici 2026, on doit vendre 40% de produits à marque Carrefour. Et ça, pour le coup, c'est un objectif d'entreprise. Et nous, en étant chef de produit MDD, forcément, t'es un peu garde-fou de ça. Ouais. Comment tu vois la relation entre la marque nationale et la marque distributeur? Là, je mets un peu les pieds dans le plat, mais c'est un peu un vieux serpent de mer qu'on ressort à chaque fois. Alors moi, pour le coup, j'ai été côté Catman et ça restait de la collaboration saine. Côté compte clé et achat, souvent, il y a un bras de fer. Moi, pourquoi je te pose cette question? C'est parce que je crois à une collaboration plus saine, des relations plus apaisées, parce qu'on va dans le même sens, comme tu l'as évoqué, de faire du chiffre. Toi, je te sors un peu de ton poste de chef de produit marque distributeur, mais est-ce que, je sais pas, il y a eu des collaborations qui se sont faites qui étaient intéressantes dans la relation, ou je sais pas, comment tu vois un peu cette relation là en tout cas, je trouve ça. Enfin, moi, je trouve que la collaboration aujourd'hui, elle est saine parce que, en gros, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que nous, l'objectif, c'est d'aller chercher de la part de marché sur les concurrents, sur les enseignes concurrentes. En fait, il n'y a pas une compétition entre MN et MDD à l'intérieur du rayon. Ouais, tu vois, tu as juste l'objectif de vendre 40% sous marque Carrefour, mais pour autant, aujourd'hui, c'est les enseignes concurrentes qu'il faut qu'on aille chercher. Bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est intéressant comment tu l'évoques. Je regarde, attends, je fais une petite parenthèse. Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai pas dit? C'est quand la dernière fois où tu t'es dit... Ok. C'est quand la dernière fois où tu t'es dit putain, là, on a fait un gros coup avec l'équipe et j'en suis hyper fière. Bon, du coup, spoiler alerte, on se parle du pain hyper protéiné. Après, si je devais donner un autre exemple, et j'en ai d'autres, j'en ai plein à la lettre. Par exemple, on a Eder, ça faisait partie des saveurs de l'année. Il y a une tablette de chocolat qui a été lancée, qui est responsable parce que tu as une partie du prix de vente qui est reversée à une association pour des femmes qui travaillent sur du cacao durable. Et donc là, ça montre aussi clairement la capacité de la MDD à avoir des produits qui soient engagés. Et pour le coup, pareil, je trouve ça assez fort, tu vois, comme engagement et assez rupturiste comme concept. On a aussi lancé des gnocchi box et là plus récemment on a aussi lancé des salades hyper protéinées, donc salades prêtes à manger. Pareil, tu vois, tu te dis, t'arrives sur un segment du prêt à manger sur lequel t'as pas d'offre hyper protéinée et en fait ça fait tout son sens parce que tu te rends compte que plein de sportifs ou autres vont être à la recherche d'une pause déj équilibrée, enrichie en protéines quand t'es run et après voilà, exactement. Donc là aussi pour moi ça fait partie un peu des comment t'as appelé ça un bon coup. Un bon coup. Yes. Attends, je regarde les questions, mais je pense que je couperai évidemment. Ouais, il y avait la partie comment on reste agile que je trouve hyper intéressante.
on reste agile, tu sais. Ah oui, tu veux dire par rapport à... Dans une grosse boîte. Ouais. Tout à l'heure, tu évoquais le Catman. Enfin, on parlait de la relation marque nationale, marque distributeur. On parlait aussi de la relation Catman, compte clé, achat. Enfin bref, Carrefour, ça reste une grosse machine avec énormément de monde, énormément de ressources humaines et énormément d'objectifs. Comment on reste agile dans cette configuration-là ? C'est une bonne question. Alors, j'ai envie de te répondre que déjà, par essence, le métier de chef de produit, comme tu es au milieu et que tu es un peu le chef d'orchestre de tes projets, tu es obligé d'être agile. Tu n'as pas un quotidien. Ton quotidien, c'est jamais le même. C'est un parcours qui est semé d'embûches, d'imprévus, de changements. Donc, tu dois être agile. Et pour moi, ça fait partie d'une des compétences qui est un peu indispensable si tu veux être un bon chef de produit. Mais après, pour moi, c'est pas parce que justement tu bosses dans une grosse machine que tu vas échapper à ça. Et cette agilité, pour moi, elle se construit au travers d'une bonne collaboration avec les parties prenantes, avec tes pairs. Parce que si tu entretiens une bonne collaboration avec ces gens-là, tu vas finalement être plus agile. Au service de la boîte. Exactement. Et tu vois, si je devais te donner un exemple, on a évidemment des process, mais par exemple, si demain, tu t'entends super bien avec ta chef de projet packaging, ton process, il dit que tu dois développer ton produit, ta créa doit se faire en X mois, et tu vas peut-être la faire en X moins, moins X jours. On saluera ta chef de produit pack. Exactement. mais tu vois, en fait, et tout ça, en fait, ça se construit. Je pense que c'est hyper important d'être à l'écoute, de trouver des solutions, d'être à l'écoute, je le disais, mais des contraintes des uns et des autres, de trouver des consensus, de donner du contexte, parce que en fait, tu vas pas arriver et dire moi je veux que ce produit sorte dans X mois. Enfin, en fait, pourquoi ? Quel est ton enjeu derrière ? L'intelligence situationnelle et relationnelle. Exactement, intelligence, c'est exactement ça. Prendre le temps de remercier aussi, ça paraît tout bête, mais en fait, quand tes pairs ils t'ont aidé ou tes services t'ont aidé à faire un produit hyper rapidement, quand ton produit sort, tu leur ramènes un produit. Enfin, tu vois, tout ça, ça se construit, c'est une collab, et pour moi, c'est à la base du coup d'une bonne agilité, en tout cas au sein de ton environnement restreint, dans ton équipe. Et ça fait partie d'un prérequis. Si demain tu recrutes au sein de ton équipe, c'est des choses que évidemment tu vas regarder. Les soft skills, peut-être même plus que les hard skills. Ouais, je trouve que sur un métier de chef de produit, les soft skills, elles sont hyper importantes. Le relationnel, pour moi, c'est la base de tout, clairement. Ouais. Ah, ça pourrait être intéressant. Qu'est-ce que tu... Je me demande ce que tu poses comme question. Justement, tout à l'heure en off, tu me disais que tu as des campagnes d'alternance comme toutes les années. Comment tu fais en entretien pour valider ça ? Et là, tu as tous les étudiants qui ont les oreilles qui grandissent, tu sais. Franchement, il y a aussi une part de... Tu le sens. Ouais, je trouve qu'il y a une part de feeling, il y a une part de la manière dont tu amènes aussi les sujets et autres. Moi, j'aime bien mettre dans des... Enfin, je fais des mises en situation souvent. Ok. Par exemple, je vais dire, t'es dans... Imaginons, je vais donner un contexte, un peu une problématique, et comment est-ce que face à cette problématique tu vas réagir. En fait, comment tu t'y prends. On a ce blocage, qu'est-ce que tu vas faire réellement pour débloquer la situation. Intéressant. Donc je le fais soit avec un exemple du monde du travail, un exemple très concret du quotidien, ou alors sur un exemple plutôt scolaire, par exemple des projets de groupe. Comment est-ce que tu te positionnes dans un projet de groupe, tu vois, un peu, je l'évalue comme ça. Ok. Oui, en fait, ça fait sens au même titre que un chef de secteur, tu lui poses la question de vendre un produit, et puis ce que tu vas valider, c'est pas tant son argumentaire, mais plutôt les questions qu'il va poser. Donc, ok. Hyper intéressant. Écoute, Mickaël, merci pour cette interview. C'était sport quand même, on l'a refait 2 fois, franchement. Mais je suis super contente du résultat. Évidemment, je vais te poser la question, qui est-ce que tu aimerais entendre sur le podcast Sans filtre ajouté? Ça peut être une personne du domaine de la grande conso, ou alors une marque en particulier. Hyper intéressant. Attends que je réfléchis. En fait, je trouverais ça hyper intéressant de pouvoir interviewer un ou une chef de produit MDD, mais d'un pays justement dans lequel la MDD elle est peut-être encore plus forte qu'en France, pour avoir elle sa vision et voir si dans un autre pays européen
on a à peu près la même vision de la chose, comment est-ce que c'est perçu. Donc je pense que ça pourrait être intéressant pour compléter un peu finalement cette interview. T'as un pays en tête ou pas que tu regardes particulièrement? L'Espagne. Alors je connais pas de chef de produit forcément espagnol, mais ouais, l'Espagne ou le Portugal, tu vois, mais l'Espagne, en vrai, je sais que les MDD sont très très fortes. Sinon, je ferai pas de name dropping, mais en tout cas, il y a une manager qui a vraiment marqué un peu mon parcours. Parce que je trouvais qu'elle avait un leadership qui était assez fascinant. Elle a lancé des marques dans plein de pays. Elle est très multiculturelle et très aussi tournée sur l'humain, sur l'intelligence émotionnelle. Et je pense que ça pourrait être une bonne personne à interviewer. Ok. Tu me laisses sur voilà. Tu hâte de savoir qui c'est, et j'en profite pour rebondir. N'hésitez pas, si vous avez des personnes qui sont finalement un peu cachées, qu'on voit pas des réseaux, qui prennent pas forcément la parole sur les réseaux et qui méritent de partager leur savoir-être en entreprise, leurs bonnes pratiques, l'intelligence justement dont on parlait avec Miguel, relationnelle, émotionnelle, situationnelle, etc. C'est hyper important. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était un plaisir. Partager, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur LinkedIn. Ok, c'est hyper facile. Écoute, on mettra ton LinkedIn. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne journée. Salut.